Pierre Persson, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bienvenue sur Grand Angle Crypto. Merci Richard. Je suis content de t'accueillir pour la deuxième fois, parce qu'on l'a déjà fait une fois, parce qu'en réalité, j'ai une vraie aversion aux politiques. Et d'ailleurs, tout le monde m'a dit dans l'écosystème, si, mais Pierre, c'est pas pareil, il est bien, vas-y. Et moi, j'étais les fers en avant. Et en réalité, la première version qu'on a fait, en me réécoutant, je me suis dit, mais t'es un gros connard. J'ai pas eu cette impression-là, mais écoute, moi j'ai passé un bon moment. C'est vrai que l'interview avait duré 2h30, on avait dit plein de choses, j'espère que je le dirai avec le même naturel. J'avais pas eu l'impression que t'étais un vrai connard, j'avais l'impression que t'étais dans le débat, et moi j'avais bien aimé ce moment. Ah ouais, non. Ouais, et du coup, voilà, on a eu l'occasion de se revoir plusieurs fois, au 10 ans de Paymium, on a eu, voilà, donc maintenant je te connais mieux, et on va pouvoir faire du bon boulot. Voilà. Ah j'espère que ce sera amusant. Et voilà, et du coup, tu es député En Marche. Ouais. Et comment ça s'est passé là, juste pour nous resituer, comment on devient député En Marche Non, Qu'est-ce qui a mal tourné? On peut plus dire ça comme ça, donc quoi, j'ai trébuché. Moi j'ai eu plusieurs vies. J'ai été dans le conseil, j'ai été dans le juridique, et puis j'ai toujours été engagé politiquement. C'est-à-dire que depuis que je suis jeune, depuis que j'ai 15-16 ans, je suis militant. Et c'est pas un gros mot pour moi, c'est-à-dire que j'ai pas tout de suite adhéré à un parti politique, mais j'ai toujours trouvé des causes. Je me suis d'ailleurs intéressé à la politique à travers le CPE, c'était le contrat première embauche pour ceux qui s'en souviennent. T'avais quel âge? Parce que moi, j'avais 15-16 ans, je crois. Ouais, parce que moi j'en avais 20 et quelques, donc... Ouais, j'avais 15-16 ans, je devais être en seconde. Et en fait, je trouvais que cette disposition était totalement discriminante pour les jeunes. Parce que ça partait du postulat qu'en fait, on n'arrivait pas à recruter de jeunes sur le marché du travail, donc il fallait les précariser pour qu'ils puissent être plus recrutables. Et donc moi je trouvais ça terriblement injuste, et ça a été mon premier engagement militant. Puis c'est comme ça, de fil en aiguille, ensuite que je me suis engagé en politique. J'ai jamais voulu en faire mon métier, donc j'ai exercé dans le privé pendant peu de temps, dans une courte vie professionnelle, on va dire pendant 5-6 ans en tout. Et puis quand Emmanuel Macron est arrivé dans le paysage politique, j'étais assez séduit. Je me suis dit, tiens, il y a un air frais, il renouvelle le genre, le discours, il a une vision. Et donc bénévolement, d'ailleurs j'étais dans une période de reconversion professionnelle, j'ai monté un site internet, j'ai demandé l'avis à personne, j'ai créé Les Jeunes, et puis qui soutenait Emmanuel Macron. Et puis c'est comme ça que je suis rentré en fait dans l'équipe de campagne. Ils t'ont appelé pour dire on a vu ton site, c'est bien? En politique on t'appelle jamais, donc faut se faire une place, c'est toujours un peu difficile, c'est un monde qui est parfois un peu violent. Et donc ce qui s'est passé, c'est que simplement du fait de l'ampleur de l'association, voilà, j'ai pris des responsabilités et ensuite j'ai conseillé le candidat pendant la campagne présidentielle sur l'aspect politique. Je me suis occupé de 2 choses pendant la campagne présidentielle, dont une chose dont je suis extrêmement fier. La première, c'est les parrainages de Macron, on peut en être fier, mais la deuxième, c'est surtout les investitures et notamment avoir permis d'avoir 50% de femmes dans notre majorité. Et ça, c'était une première à l'Assemblée nationale. Et donc, ça a été tout un travail un peu scientifique, aussi mathématique, pour essayer de jauger les équilibres entre les circonscriptions politiquement, etc. Et puis ensuite, je me suis posé la question de savoir si je restais conseiller ou si j'allais à l'Assemblée. J'avais jamais en fait rêvé particulièrement d'être député, même si quand être élu quand on est engagé en politique, c'est souvent pas un accomplissement, mais c'est un passage. C'est important pour pouvoir défendre au-delà simplement d'être militant des idées. Et donc j'ai décidé de ne pas être collaborateur parce que je voulais ma liberté, et donc j'ai décidé d'être député, voilà, de me présenter. Et donc j'ai été élu face à Cécile Duflot à Paris. Eh pas mal. Ouais. Parce que Cécile Duflot, je veux dire, elle avait une renommée nationale et tout, puis après, toi, t'étais personne entre guillemets, t'étais le gars de Macron, quoi. Voilà, exactement. Et il faut aussi savoir relativiser. Les élections législatives, c'est parfois le mauvais côté. On élit des élus qui sont finalement dans la ligne droite des présidentielles et en soutien du candidat élu. Et donc, c'est plutôt l'affiche Emmanuel Macron qui m'a permis d'être élu. Il faut pas se mentir, il faut pas se voiler la face. Et c'est d'ailleurs un peu rageant parce que très souvent dans les législatives, on parle moins des individualités que plutôt le président et son programme et l'application de son programme. Ce qui fait, et on en reparlera très certainement, on en avait parlé la fois passée, mais que le Parlement est aussi un peu faible parce qu'il est dans l'accomplissement finalement d'un programme présidentiel. Il est le doigt sur la couture avec... Pas obligatoirement le doigt sur la couture, mais en effet, il est parfois une chambre d'enregistrement, c'est-à-dire que il a tendance à accomplir la promesse présidentielle. C'est une bonne chose parce que si le président promet quelque chose pendant sa campagne, il faut le respecter, mais c'est sûr qu'il faut trouver un entre-deux entre l'expression individuelle des députés, parce qu'une majorité c'est une somme de députés,
et aussi l'accomplissement de la promesse électorale. Alors justement, moi, pour démarrer, il y a un accomplissement quand même qui te revient, et puis peut-être à d'autres personnes avec lesquelles j'étais associé, mais c'est ce fameux point sur la fiscalité sur les cryptos, où il a été décidé que tant qu'on passait d'une crypto à une autre, et notamment les stablecoins, et ça déclenchait pas d'événement fiscal. Et ça, c'est clé. Parce que sinon, ça deviendrait très très compliqué d'arriver à faire sa gestion. Donc comment t'as réussi ce coup de force? Est-ce que, alors, avant de passer à ça, est-ce qu'il y a déjà de la part, parce que donc Macron tu le connais, parce que tu l'as conseillé, donc vous avez eu des relations directes. Quel est son rapport aux crypto à Macron? Il voit ça comme... Je l'ai conseillé sur un volet qui est un volet tout autre, c'est le volet politique. Donc je l'ai pas conseillé sur les questions numériques. Je sais qu'Emmanuel Macron, il a une appétence pour le numérique, il a une appétence pour ceux qui font de la tech en France, et donc il a toujours été très proche du secteur de l'innovation en France. Ensuite, le secteur de la cryptographie, dirais-je, les cryptoactifs plutôt, c'est un secteur très particulier, et on y reviendra parce qu'il est méconnu ou pas très bien compris, parce qu'il est à la limite de deux choses. Il est à la limite à la fois de la finance, de la banque, donc des contraintes en fait finalement réglementaires, qui sont extrêmement compliqués. Le métier de la banque, c'est un métier qui est très réglementé. Le métier de la finance est très réglementé. Et puis, tu as l'autre pan qui est la tech. Et donc, si tu réunis les deux, en fait, tu as un objet qui est à la fois un objet politique, un objet de disruption, qui est extrêmement compliqué à entrevoir et à manipuler. C'est pour ça que s'il y a peu de politiques qui s'y intéressent, ou qui sont extrêmement spécialistes, parce que ça demande un investissement, pas à plein temps, mais quasiment. Si tu veux comprendre aujourd'hui l'évolution des cryptoactifs, comment finalement les gens innovent, quels sont les nouveaux protocoles, qu'est-ce que ça va impacter, c'est quasiment un full-time job. Nous, on y passe quand même plus de la moitié de notre temps avec l'équipe sur ce dossier-là, qui est le secteur de la blockchain. Donc, sur le dossier de la fiscalité? Non, pas de la fiscalité, parce que la fiscalité, c'est un des aspects. Après, tu as d'autres, tu as la régulation, la réglementation, tu as plein d'autres aspects, en fait, la politique monétaire, etc. Tu as plein d'autres aspects. Mais pour revenir sur le cas du président de la République, moi je sais qu'il est averti sur ces questions-là, mais après c'est un sujet qui est extrêmement complexe et donc il a besoin d'être conseillé. C'est lui en 2016 qui, à travers sa loi, avait émis, il y avait une disposition qui permettait d'émettre des bons du Trésor sur la blockchain. Donc il y avait déjà cette volonté en fait d'utiliser la technologie pour la chose publique. Alors c'est quoi que tu appelles la blockchain? La blockchain, des bons du Trésor, en gros ils avaient émis un mécanisme. La dette était émise sur blockchain, en fait. Donc, il y avait cette possibilité-là, qui était dans la loi croissance et activité. C'était une nouveauté, et je crois qu'elle est rentrée en vigueur, je ne veux pas dire de bêtises, en 2018 par un décret d'application. Mais peut-être que je dis une bêtise sur la date. Mais en tout cas, la première fois qu'on voit le mot blockchain dans un dispositif législatif, c'est la loi Macron en 2016, en 2015-2016. Ça veut pas dire grand-chose. C'est surtout un cas très précis, en fait. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est pas l'ampleur des cryptoactifs que ça prend, mais la première fois on a entrevu la blockchain en 2015-2016, c'était dans la loi, en tout cas, c'était dans ce texte. Et ça servait à quoi de mettre des obliques d'État sur une blockchain? Alors exactement, je peux pas te dire, parce que non, mais vraiment, j'ai pas approfondi le sujet. Je sais même pas d'ailleurs si c'est utilisé, mais il y avait de la dette qui était émise sur de la blockchain, ça c'est sûr. Donc sûrement pour les institutions bancaires. Ouais, donc c'est une blockchain privée, entre guillemets. Ah oui, c'est pas une blockchain publique, ça c'est sûr. C'est pas sur Ethereum, quoi. Non, pas encore, en tout cas. Mais la première notion de blockchain est apparue dans ce texte-là. Ouais, ils se sont intéressés à ça à ce moment-là, quoi. Voilà. Depuis 2018, le sujet est dans l'esprit. En fait, le politique, il est comme les concitoyens. Il arrive sur les sujets quand ils deviennent médiatiques, ils sont médiatisés, et ils sont médiatisés très souvent lors des cycles, notamment des cycles haussiers. Moi, je me suis arrivé dans la cryptoactive, pardon, en 2013-2014. Bien joué. Ouais, 2012-2013. Mais ça n'a pas fait de moi quelqu'un qui est. Tu disais par le poker, c'est ça? Exactement. Je sais pas si on peut le dire. Non, enfin, on peut le dire. C'est plutôt par ma passion pour le poker qui m'a permis en fait d'entrevoir ce qu'était le Bitcoin. Et puis après, bénévolement, j'ai traduit des white papers pour un coin qui s'appelait BitShare, où je traduisais le white paper en français pour la communauté française. C'est comme ça que je suis arrivé dans les cryptoactifs. Et puis en 2017-2018, quand je suis élu, fin 2017, c'est le boom des cryptoactifs, c'est le troisième cycle, je crois, haussier, qui mène donc le Bitcoin jusqu'à $20 000. Et c'est là où tous les médias en parlent.
Et à ce moment-là, je me dis, bon, il y a eu un rapport qui a été fait par le Sénat en 2015, il est vraiment plus d'actualité. Il faut travailler sur la question parce que j'avais vu des rapports sur des sujets bien précis, du numérique, etc. Avant que je sois élu, à chaque fois, je trouvais que ça survolait ou c'était peu précis ou c'était pas visionnaire. Et donc je me suis dit, bon, on va essayer de travailler sur la question pour voir l'état du développement de l'écosystème et puis essayer de voir ce qu'on peut faire sur le sujet pour accompagner son développement. C'est comme ça qu'en fait, dans le cadre de la commission des finances avec Eric Woerth, en fait, on écrit un co-rapport. Lui était plus sceptique, mais après les auditions, il commence à être un peu convaincu du potentiel de disruption. Et puis j'écris un rapport qui permet ensuite de faire évoluer donc plusieurs choses, notamment la réglementation AMF, qui était dans la loi Pacte, et le volet fiscal, et notamment cette exemption de fiscalité crypto. Et je le répète à chaque fois parce que très souvent, nos concitoyens, contribuables, les auditeurs de la chaîne, par exemple, je le vois dans les commentaires, parce que je regarde les chaînes YouTube comme tout le monde, et je vois les commentaires en disant « Ah, encore un truc de fiscalité, on n'est pas compétitif, etc. On devrait en fait parler de la fiscalité sous l'angle du taux. » En fait, en France, on est très compétitif sur la question de la fiscalité sur les cryptoactifs. Par rapport aux États-Unis, c'est quasiment confiscatoire, hein, le taux. Nous, en France, on a... C'est combien? Je peux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est au-delà de 50%. Je crois qu'on est dans ces eaux-là. Alors qu'en France, c'est 30. C'est 30%. Sauf si et d'ailleurs, c'est bien qu'on en parle, parce qu'aujourd'hui, on est le jour où je dépose des amendements au projet de loi de finances, ça y est, ils sont sortis. Et donc, je dépose 7 ou 8 amendements dans lesquels, notamment, je reviens pour clarifier la distinction entre professionnel et non professionnel. Mais quel jour? Parce que... Alors, je sais pas quelle date on est. On est le 30, non? 30 septembre. On est 30 septembre, ouais. Exactement. On est dans une cave, en fait, toute la journée et on bosse, donc... Jeudi 30 septembre. Donc, on a sorti ces amendements-là avec mon équipe et ça a été co-signé par certains députés. Les amendements sont publics, ça y est. C'est le fruit d'un travail avec tous les conseils, les avocats fiscalistes, les acteurs du secteur. Donc, on revient pas sur la question de taux, mais on revient clarifier, en fait, des dispositifs qui aujourd'hui sont pas clairs. Et notamment sur la question de la fiscalité personnelle, donc pour les personnes physiques, quand vous avez fait une plus-value, pour bien clarifier le fait si vous êtes professionnel ou non professionnel, parce que là, la taxation n'est pas la même. Mais pour revenir sur crypto, c'est une exception française et elle est enviée à travers le monde. Je veux dire, quand vous parlez à des personnes physiques qui sont ailleurs, ils vous disent un crypto, c'est quand même extrêmement bien de l'avoir fait. Alors ça c'est pas d'ailleurs généralisé, c'est une exception quasiment à l'échelle internationale. Moi, je pense qu'il faut pas le toucher. Bien entendu qu'il y aura sûrement des débats pour considérer qu'en fait, les stablecoins sont des cryptoactifs spécifiques et donc, en fait, il y aurait fait générateur de l'impôt. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il faut pas toucher ça. D'ailleurs, au départ, le système que j'avais imaginé, c'était fiscalité que lorsque vous retransférez sur votre compte bancaire. En l'occurrence, ça a été interprété par l'administration fiscale de manière un peu restrictive. Et donc, c'est lorsque vous traduisez ou convertissez plutôt un cryptoactif vers du fiat. Donc, vous pouvez avoir le fait générateur qui a lieu même si vous restez sur la plateforme. C'était pas ma volonté initiale. Mais en tout cas, moi, je pense que en termes de clarification, dire que tout ce qui est dans la sphère cryptoactif reste et ne crée pas de fiscalité avant que vous le sortiez, je pense que c'est une très bonne chose pour le développement de l'écosystème parce que sinon, ça pose plein de problématiques. Mais tu sais qu'en finance traditionnelle, dans le monde à papa, ça existe déjà et c'est fait essentiellement pour les riches. C'est-à-dire que quand tu achètes une action et tu la vends parce que tu te dis que ça va baisser et après tu la rachètes parce que tu dis que ça va monter. Là, tu prends la plus-value. Mais quand tu es riche, et ben en fait, tu vas voir un gestionnaire de fonds et lui, à l'intérieur de son fonds, il fait des rééquilibrages et ça, toi, c'est pas fiscalisé. Et quand il a différents fonds, eh ben tu peux faire des arbitrages sans être fiscalisé parce qu'ils sont faits par le fonds et pas par toi. Donc en réalité, c'est marrant parce que... de toute façon, ce que tu dis là est très juste et c'était plus généralement, je me suis rendu compte en m'intéressant à la finance et surtout pas simplement à la finance décentralisée, mais à l'écosystème des cryptoactifs, que dans le monde de la finance traditionnelle, plus t'es riche, plus t'as de moyens, et plus t'as de moyens, et plus t'es riche. Et donc en fait, ce truc, c'est plus t'es riche en fait, in fine. Et t'as quand même des mécanismes d'investissement qui sont pas ouverts aux particuliers et qui sont extrêmement intéressants et qui
c'est quasiment déloyal, c'est quasiment injuste. Ah, c'est pas d'ailleurs quasiment, hein, ça l'est. Hein. Ça l'est, on peut le nommer. Donc, mais en fait, c'est la réglementation qui impose ça. Parce que et c'est ça la beauté, c'est ça la beauté des cryptoactifs. Tu peux contourner cryptoactifs. la réglementation en tricotant un maximum. Parce que s'ils étaient imposés à 70%, les mecs se barraient tout simplement. Et là, comme ils peuvent tricoter, mais c'est bien que restent, donc dans le secteur des cryptoactifs, tu as deux choses. Tu as à la fois cette exemption lorsque tu manipules ton propre portefeuille et que c'est que lorsque tu ressors que tu es fiscalisé. Et d'autre part, l'écosystème est quand même beaucoup plus accessible qu'il ne l'est par le biais d'intermédiaires aujourd'hui dans la finance traditionnelle qui à la fois te prennent des commissions, mais aussi sont des gros éléments de friction lorsque tu cherches à investir. D'ailleurs, c'est un des problèmes. Les Français n'investissent que trop peu. Quand tu regardes aujourd'hui l'investissement américain ou d'autres nations, nous, on est vraiment à la traîne. Mais c'est parce que dans l'inconscient français, l'investissement est quasiment sale. Ça serait quand je vois les politiques parler de dividendes, moi, pourtant, je vais te dire, j'ai commencé au Parti socialiste. Et d'ailleurs, je pense toujours être culturellement plutôt de gauche. Donc j'ai pas de problème avec ça. Il y a encore un parti socialiste. Il y en a encore un, mais moi je l'ai quitté. Mais bon, peu importe. Je pense qu'il y a une mécompréhension de ce qu'est l'outil capitalistique, à quoi il sert et quels sont ses bienfaits. Et réguler l'outil, c'est pas simplement, enfin c'est pas l'interdire, tu vois. Et les dividendes, ce n'est pas sale. Les dividendes correspondent finalement à une partie du travail que le capital a permis et c'est pas injuste de toucher des dividendes. Et les politiques ne comprennent pas ça. Tout comme les politiques, notamment l'extrême gauche, sont incapables de te dire pourquoi est-ce que les riches se sont enrichis pendant la crise. Ils te disent les riches sont enrichis pendant la crise. Ce qui est vrai. Ok, c'est bien, c'est un constat, c'est déjà une première chose. Voilà. Mais expliquer qu'en fait les riches sont enrichis dans la crise parce qu'ils détiennent des actifs financiers et que ces actifs financiers se sont appréciés là où tout a pris en inflation et parce qu'il y a eu une politique monétaire expansionniste qui a permis aux États de pouvoir s'endetter, c'est un vrai problème parce que en fait, t'as une partie du raisonnement qui te manque. Donc, voilà, en France, tout ça pour dire, politiquement, la question financière, elle est sale, elle est très mal vue, alors que en fait, c'est un outil, et c'est un outil, à mon avis, aussi d'émancipation pour les plus pauvres dans le pays. En fait, c'est intéressant parce que hier, on avait Stéphanie Rivoal qui était là, donc qui a été banquier d'affaires pendant 10 ans et présidente d'Action contre la faim. Ouais. Donc voilà, ça donne bien les deux aspects. Et idéologiquement, elle est plutôt de gauche. Ouais. Voilà. Mais elle sait compter et elle sait ce que c'est que l'argent. Et en fait, elle nous disait que les États-Unis avaient aucun problème à soutenir justement les entreprises américaines qui vont à l'étranger, la Chine aussi en Afrique, mais qu'en France, quand tu dis, je lui dis, pourquoi tu fais pas de l'humanitaire économique? C'est-à-dire investir en Afrique pour avoir un rendement et pour développer, puisque et elle me disait, mais parce que psychologiquement, les gars, ils ont les paupières qui battent et ça s'arrête quoi. Ça passe pas le. Mais c'est comme tout dans le milieu associatif, il n'est pas bien vu non plus de faire du profit, au profit du collectif et de l'association. Une association, ça doit être quasiment à perte, en fait, ça doit pas pouvoir fonctionner. Ça doit être totalement tourné vers l'intérêt général. Et l'intérêt général pour une conception politique, enfin pour certains qui ont cette conception politique, dirais-je, ça ne doit pas produire de rendement. Alors que, oui, certes, c'est pas... de toute façon, le bienfait n'est pas que quantifié d'un point de vue pécunier, et c'est très bien. Bienfait social, bienfait culturel, etc. Mais le secteur associatif, le secteur des ONG, pour moi, c'est pas simplement un secteur qui doit pas produire de richesse, je pense pas. Enfin, et tout corréler, ou en tout cas dire que l'argent est sale, c'est une notion très française. Puis même, il y a un problème mécanique. C'est-à-dire que si tu as un petit business, tu finances quelqu'un et il gagne pas d'argent. C'est-à-dire qu'il en perd. Bon, tout le monde comprend que ça s'arrête demain. Il perd de l'argent, il va pas, voilà. S'il est à zéro, c'est-à-dire qu'il en gagne autant qu'il en investit et il se paye juste le minimum pour vivre. Le premier pépin, il passe à la trappe. Bien sûr. S'il a un accident, un truc à changer. Donc je veux dire, le profit, la rentabilité, pas la rente, mais la rentabilité et le profit, c'est ce qui viabilise une activité. Donc une activité qui n'est pas rentable, je dis souvent, il faut l'arrêter, parce qu'en réalité, vous allez claquer avec. Ça ne fonctionne pas, c'est pas vivant. Il n'y a pas de gras, il n'y a pas de coussin. Il doit y avoir des activités dont l'objectif n'est pas d'être rentable. Mais c'est pas parce que c'est rentable que c'est sale, c'est ça qu'il faut dire. Non, et puis si c'est pas rentable, c'est mort. Oui, mais je veux dire, il y a des activités publiques, parapubliques, d'intérêt général, qui n'ont pas vocation à faire... tu vois, oui, mais elles sont financées par l'impôt, et l'impôt, il doit être sur des activités rentables. J'avais ce débat, moi, quand je suis arrivé au Parlement, j'ai été membre de la commission des finances. Quand tu es commissaire aux finances, dans le cadre du budget, donc qui intervient chaque année, comme là, dans le cadre dans lequel je dépose des amendements,
tu dois faire un rapport sur un pan budgétaire. Moi, mon pan budgétaire, c'était la culture. Donc, j'étais commissaire aux finances chargé de la culture. Dans les missions budgétaires que j'avais notamment les grands établissements culturels, l'opéra, la philharmonie, etc. Et donc, t'es député, tu vas voir les directeurs de ces établissements et tu leur dis, bon voilà, aujourd'hui, le ministère de la Culture souhaite objectiver l'efficacité en fait de vos dispositifs. Le monde de la culture, il dit, ah, non, nous, on ne veut pas être objectivé. Nous, les contrats de performance, ça marche pas. Mais contrat de performance, ça veut pas dire en fait que vous devez faire de l'argent. Contrat de performance, c'est en fonction d'une politique voulue, c'est comment est-ce que vous démocratisez la culture, est-ce que vous arrivez... Ah non, est-ce que vous remplissez les salles? Pour ces acteurs-là, c'était sale. Ouais. Et donc, il y a un problème parfois de compréhension en France de ce que doit être finalement la performance d'un secteur. Moi, la performance de l'associatif, c'est en effet pas de faire de l'argent. Mais quand il y a des associations qui fonctionnent et qui ont un bon budget, qui est bien ficelé, c'est toujours mieux qu'une association qui a perte et qui, comme tu le dis, en fait, ne vivra pas longtemps. Donc, voilà. En France, on a toujours ce problème-là de rapport par l'argent, parfois même à gauche. Et je pense que c'est bien parfois de casser cette vision un peu manichéenne des choses que l'on aurait sur le monde financier, sur la question de la profitabilité, parce que en effet, parfois c'est pas toujours très sain d'aborder sous un angle qui est un angle un peu réducteur. Alors justement, tu me disais que tu en avais discuté avec Bruno Le Maire de la question des cryptos. Comment c'est conçu dans sa tête la question de la crypto? Comment on voit ça? Parce que la crypto et Bitcoin, pour pas le nommer, est au cœur de la notion de valeur et d'argent, parce que c'est à la fois de l'argent et à la fois une information et un protocole. Comment ils se représentent ça? Est-ce que c'est cachère ou c'est pas cachère Bitcoin dans leur tête? Enfin, comment il faut qu'on soit clair. Bitcoin n'est pas cachère, mais parce que Bitcoin est une abstraction, parce que dans la tête de beaucoup de décideurs politiques, il y a deux choses, spéculation, blanchiment d'argent et financement du terrorisme. C'est ces deux volets. Et puis tu en as un troisième parfois, qui est bien entendu la question de la transition énergétique et donc la consommation énergivore. C'est quoi le rapport entre le terrorisme et la spéculation? Non, mais il n'y en a aucun. Mais ce que je veux dire, quand parfois on parle cryptoactifs, quand moi je vais plaider les cryptoactifs, mais pas simplement les cryptoactifs, aujourd'hui l'écosystème, ce que ça va induire, etc. Très souvent, on me ramène sur ce terrain-là, en me disant, quid des dispositifs de blanchiment d'argent, financement du terrorisme, etc. Bon, Bruno Le Maire, il est aussi dans cette contrainte-là. Moi, je sais pas, je peux pas parler pour Bruno Le Maire. Oui, j'ai essayé. Tu me donneras son numéro, on l'invitera. Avec plaisir. Tu lui demanderas. Mais bien entendu que j'ai essayé de nombreuses fois de convaincre les décideurs politiques, publics, de l'intérêt, de la pertinence de la blockchain, surtout des cryptoactifs. Après, ça reste un sujet qui est méconnu, qui est difficile à manipuler, et donc je pense que nos décideurs n'ont pas pleinement la vision. Moi, la chose que j'essaye de faire, parce qu'on va pas faire de Bruno Le Maire un spécialiste de MetaMask, c'est pas l'objectif. Ou d'Uniswap, de SushiSwap. Avec Bitcoin. Rien que Bitcoin, parce que Bitcoin, c'est quand même, en fait, assez compliqué. Déterminer ce qu'est Bitcoin, ce que n'est pas Bitcoin, c'est quand même assez difficile. Tu lui diras que c'est un numéro de série enregistré dans un registre. Oui, mais tu peux faire tellement de choses avec Bitcoin. Et pour certains, c'est un moyen de se contrer face à l'augmentation monétaire. Pour d'autres, financement, c'est un actif sur lequel tu peux spéculer. Pour d'autres, ça, c'est les conséquences. Oui, d'accord, mais après, tu vois, t'en as d'autres qui créent des services au-dessus sur la chaîne principale. Tu peux faire plein de choses avec Bitcoin et ça peut être en fonction de ce que t'en fais, des choses totalement différentes. Mais donc on va pas faire de Bruno Le Maire un spécialiste de MetaMask. Par contre, ce que j'essaye d'avertir les décideurs publics, les banques, les régulateurs, c'est que le monde à venir, qui sera le monde des cryptoactifs, je sais pas s'il va remplacer l'ancienne finance traditionnelle. Je sais pas si la finance traditionnelle va prendre le meilleur finalement de l'écosystème des cryptoactifs, mais ce qui est certain, c'est que de toute façon, le secteur des cryptoactifs prendra le pas, parce que il est plus simple en termes d'usage, il fait moins de friction, il démocratise, il est plus transparent, et puis t'es aussi souverain sur ton argent. Je veux dire, si tu as envie aujourd'hui de prendre ton wallet et de passer la douane, tu peux passer avec 10 millions de dollars sur ton wallet. Alors je souhaite à tout le monde d'avoir 10 millions de dollars sur un wallet. Ça concerne pas tout le monde. Non, c'est ce que je veux dire. Tu peux avoir même 10 000 dollars, si aujourd'hui ta banque qui a une résidence, une domiciliation, elle décide de pas envoyer ses sous, tu n'es pas véritablement propriétaire de cet argent. Et donc il y a une nouvelle notion qui s'ouvre
et nouveau sens de la propriété de ton argent qui est permise par les cryptoactifs, qui doit être appréhendé par le politique. Et ça leur fait peur ou pas? Oui, ça fait peur parce que c'est moins de contrôle. Alors, moins de contrôle, la blockchain, elle est auditable. Et oui, puis, si tu as un prestataire PSAN, les exchanges, ils sont cachers quand ils sont PSAN. Non, mais tout est contrôlable sur la blockchain, ça c'est clair. Moi, c'est ce que j'essaye de dire. C'est-à-dire par rapport à ce qui est de l'ordre du financement du terrorisme ou du blanchiment d'argent, bien sûr. Parce que tout ça est en plus transparent. Ouais. Je veux dire, tu peux remonter toutes les discussions que j'ai avec Tracfin. Tracfin est toujours un peu fébrile sur la question, par exemple, des... Donc, Tracfin, c'est la cellule d'État qui lutte contre le blanchiment et le terrorisme. Tracfin est toujours un peu fébrile face à l'objet des cryptoactifs, mais ils reconnaissent aussi que c'est grâce aux cryptoactifs qu'ils arrivent à remonter des filières qu'ils n'arriveraient pas à remonter même avec le virement SEPA ou ton paiement par carte bleue, parce que aujourd'hui, même à l'échelle de l'Union européenne, le transfert des informations, il est pas si simple que ça entre les différents protocoles bancaires. Donc il y a un vrai enjeu qui doit être démystifié. Question de financement du terrorisme, oui, de tout temps, les nouvelles technologies ont été utilisées par les bad guys qui ont décidé tout de suite de s'approprier le truc parce qu'ils voyaient bien l'opportunité. Bon, dès lors que ça se généralise, tu vois, contrôler tous les virements de tout le monde alors que tu as une utilisation extrêmement minime en fait délictuelle de cet argent, c'est beaucoup de contraintes pour la majorité et en fait peu d'efficacité dans la poursuite finalement des objectifs de sécurité que tu cherches. Et donc il faut trouver un équilibre. Mais cet équilibre, il n'est pas trouvé aujourd'hui dans le modèle actuel. Je veux dire, le modèle bancaire, il est quasiment fou sur la question du KYC ou du traçage des flux. Quand tu regardes aujourd'hui le prorata en fait de masse salariale et de temps apporté par les banques pour contrôler les flux, c'est énorme la conformité, c'est énorme. Et ça ne fait que s'empirer. Donc je dis pas qu'il faut rien à la fois, je pense que c'est important d'avoir du KYC, je pense que c'est important d'avoir un contrôle, mais le prérequis qui consiste à dire dans les cryptoactifs c'est plus facile de faire du blanchiment d'argent, du financement du terrorisme, je le dis, c'est faux. Et donc moi mon travail c'est aussi de convaincre les décideurs publics que c'est pas le cas. Donc on essaie de leur montrer. Il m'est déjà arrivé de faire quasiment des démonstrations physiques pour démontrer que sur Binance, alors qu'il n'est pas régulé en France, sur Binance, t'as un contrôle, t'as un KYC. C'était pareil pour d'autres opérateurs qui parfois se sont mis en conformité avant même que la loi existe. Mais c'est vrai, c'est-à-dire il y a des... ils savaient bien où on les attendrait. De toute façon, exactement, donc, mais ils savaient très bien que de toute façon ça allait devenir nécessaire, mais ils l'ont fait. Et pour autant, ça n'a pas levé le doute qui peut résider sur les cryptoactifs. Ça n'a pas permis à ces acteurs en fait d'ouvrir des comptes bancaires. Et c'est là le problème. C'est que si on veut se donner véritablement les moyens, il faut une parole politique assez forte et notamment au niveau des banques. La question cruciale des banques, la question des banques est cruciale. Si aujourd'hui on a du retard, c'est pas parce que y a un flou législatif, c'est pas parce qu'il y a un flou réglementaire, c'est parce que tu as des blocages pratico-pratiques entre des acteurs qui veulent faire de l'innovation, produire de la richesse et employer des cerveaux en France et investir massivement, et puis les banques qui ne veulent absolument pas de ce secteur parce qu'elles considèrent certes qu'il y a un risque de sanction s'il y avait une faille dans le dispositif, notamment AML, de contrôle de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, mais c'est surtout qu'elles ne veulent pas remettre en question leur modèle et leur rente. En 2017 et 2018, quand je suis arrivé à l'Assemblée, il faut le dire cash, je me suis posé la question de savoir si les banques étaient de bonne foi ou de mauvaise foi dans l'absence de volonté d'ouvrir, en tout cas d'accueillir les est-ce que acteurs. C'était juste des freins réglementaires ou alors est-ce qu'ils protégeaient leurs précarés, quoi. Exactement. Ouais. Bon, je suis arrivé, j'avais pas véritablement d'avis et on a tout fait pour aider les banques à être rassurées tant en termes de contraintes réglementaires à l'international, les sanctions notamment du droit américain, des autorités américaines sur les banques, parce que c'est vrai, il y a des sanctions, le droit américain a des prérogatives extraterritoriales, et donc tu as des banques qui sont déjà fait sanctionner par les autorités américaines, de lourdes sanctions. 8-9 milliards pour chez BNP, je crois. Oui, exactement, je ne sais plus les montants, mais c'est en milliards qu'on cause. C'est conséquent, c'est plusieurs centaines de millions très souvent. Ouais. Et donc, c'est sûr que tu peux te poser la question de savoir si la BNP, pour un compte, prend le risque en fait d'avoir ces sanctions qui sont de cet ordre-là. Mais ça, c'était en 2017-2018. Depuis aujourd'hui, on a des agréments de l'AMF et de l'ACPR qui contrôlent le KYC et les procédures AML. On a des superviseurs américains qui commencent à dire qu'il y aura des banques autonomes et qu'ils vont leur donner des licences, qu'il y aura des DEX
qui auront mais des DEX qui auront une licence. Alors, est-ce que c'est qu'un DEX, au cas où il y en ait un ou deux qui soient largués, mais c'est juste énorme. Sans faire de caricature, un DEX, c'est une plateforme décentralisée qui te permet d'échanger des produits, des actifs numériques, des produits qui ont une nature quand même financière. Après, on veut pas le dire, on dit si ils utilisent token ou pas. Enfin bref, on peut rentrer dans le critère, mais en tout cas, ça te permet d'échanger de manière décentralisée des actifs numériques. C'est Binance, mais sans Binance. Et c'est Binance sur Binance. Et puis maintenant, t'as des DEX qui font du produit dérivé sans plateforme centralisée. C'est-à-dire que t'as des Binance, l'échange de cryptoactifs contre cryptoactifs, c'est simple. Mais créer des smart contracts qui te font du produit dérivé, donc des contrats financiers beaucoup plus perfectionnés, avec du levier, c'est beaucoup plus difficile. Donc aujourd'hui, la finance est en train de se décentraliser à une vitesse folle. C'est-à-dire les gros acteurs du secteur, Binance, Coinbase, etc., vont être rapidement challengés, notamment par ces acteurs-là. Et on le voit bien dans le cadre du blackout chinois, tant pour le minage que pour l'utilisation de cryptoactifs quand tu es un citoyen chinois. Bon, ils vont avoir intérêt à utiliser ce type de plateforme parce qu'ils n'ont plus accès en fait à des échangeurs centralisés qui sont obligés en fait de fermer l'ouverture de compte pour les résidents chinois. Donc cet écosystème, il va extrêmement vite. Moi, je dis je dis plusieurs choses aux politiques. La première chose, c'est que tu vas avoir le secteur bancaire qui va être impacté big time. C'est que dans peu de temps, horizon 5-6 ans, tu as même des problématiques d'ordre structurel qui interviendront sur le marché bancaire. Pourquoi ? Parce que, on l'a bien vu, la SEC a commencé à taper, non pas sur Coinbase, sur la question, mais parce que Coinbase est rentré en bourse, c'est ça. Ils ont tapé sur Coinbase parce que Coinbase faisait un produit de lending. C'est-à-dire avec la possibilité donc, de prêter des cryptoactifs contre un taux d'intérêt qui est largement supérieur à tous les produits financiers traditionnels sans risque. En gros, quand on place du dollar chez on est à 10% sur de la rémunération. T'as un risque parce on place son cash, quoi. Voilà. Sur du cash, on est rémunéré à 10% sans prise de risque. Hormis structurel. Voilà. Après, il y a des risques sur le côté algorithmique, sur la programmation, mais on prend pas c'est pas un produit financier. T'as pas de risque de volatilité. Ouais. Et donc, en fait, tu as ton rendement annuel qui défie tout autre type de produit. C'est une activité de prêt, quoi, tout simplement. On prête à 10%, quoi. Mais c'est ça le truc. C'est qu'en fait, comme c'est une activité de prêt et qu'en plus le taux est extrêmement important, tu challenges directement les banques. Parce que quel est le monopole bancaire si ce n'est de prêter ? Aujourd'hui, le monopole de la banque, c'est de faire ça. Et alors certes, c'est moins rémunérateur depuis que les taux sont bas, mais quand tu vois des mécanismes qui te permettent de manière décentralisée de prêter, tu peux craindre qu'une partie aujourd'hui des épargnants décident de sortir leur cash des banques traditionnelles et de le mettre sur ces types de dispositifs. Je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien. Mais c'est même une certitude. Ils le feront. Quand tu as 20-25% d'Américains qui ont des cryptoactifs, ils vont décider sûrement de venir les stacker dans des pools qui sont rentables à hauteur de plusieurs pourcents. Ouais. Et donc, qu'est-ce que ça va faire ? Si tu as une fuite des capitaux des grandes banques vers ces protocoles-là, tu as des risques de solvabilité pour les banques. On est quasiment dans une logique où la banque n'ayant pas toujours la totalité des capitaux, si tu retires plus ce capitaux, ils peuvent pas te rembourser. Donc, tu as un risque systémique. Ça, les États-Unis l'ont bien compris. Mais nous, en Europe, on se voile la face. On est à des années-lumière de comprendre en fait ces mécanismes. Donc, tu vas avoir la banque qui va être terriblement impactée. Moi, je pense que c'est les premiers. Ils vont vraiment, parce que comme ils veulent pas réagir, ils essayent même pas de phagocyter l'écosystème. Ils ferment les comptes des boîtes. Tu pourrais dire, voilà, ils ont beaucoup de capitalisation, c'est facile pour eux d'investir, de racheter toutes les pépites, et puis de dire, on va internaliser, on va noyauter le truc, on va phagocyter l'écosystème. Ils le font pas. Bon. Et du coup, Julien Guitton, par exemple, pour pas le nommer, qui lui voulait monter une activité bancaire blockchain en France, il est parti en Suisse. Ouais. Voilà. Non, mais ça, parce que voilà, comme on lui interdit de le faire en France, c'est une interdiction. Quand la banque te refuse un compte, du coup, il se barre. Parce que c'est le premier. Voilà. Premier, c'est le volet bancaire. Deuxième truc que je dis aux politiques, c'est places de marché. Alors ça, les autorités de régulation des marchés financiers, l'AMF, la SEC, sont plus ou moins conscients. Parce que les places de marché vont complètement voler en éclats. La place de marché, elle sera décentralisée à terme, elle sera internationale et tu pourras avoir un apport de liquidité beaucoup plus important. En tout cas, les produits financiers seront beaucoup plus liquides. Et c'est une très bonne chose parce que le système financier actuel marche quand même sur la tête. Il est trop leveragé. Il
il y a trop d'argent dans le marché financier et il ne sert pas les intérêts des PME. Donc, alors leveragé, on va préciser, le gros problème du système financier, c'est que ce sont les pairs, entre guillemets, qui autorisent et qui construisent les produits financiers. Par exemple, Michael Burry, donc c'est celui qui a shorté les subprimes, qui a parié sur la vente à découvert de l'immobilier américain et qui a gagné son milliard, oui. En passant, ben il est allé, ça n'existe pas, shorter l'immobilier en soi. Il n'y a pas d'outil short immobilier américain. Ben il est allé voir, je crois, Goldman Sachs, et il a fait la tournée des Grands-Ducs avec toutes les banques, et il leur a dit, Bank of America, etc., fabriquez-moi le produit financier. Et en fait, si tu as de l'argent, tu peux te faire fabriquer des produits financiers. Et il n'y a pas vraiment de régulation sur ça parce que le régulateur ne comprend même pas comment ça marche. Donc, bien souvent. Et parce que chez Goldman Sachs, c'est des tronches. Chez JP Morgan, c'est vraiment des tronches et ils sont toujours un cran au-dessus de la régule. Donc, je veux dire, le système financier et bancaire, par construction, est une réserve de risque parce que on peut fabriquer ce qu'on veut. Les subprimes a échappé aux régulateurs parce que les gars, ils étaient loin de... Voilà, ils comprennent pas. Donc, le fait d'avoir du décentralisé, c'est vraiment un outil, en fait, de stabilité du monde financier. Je suis persuadé. Et puis de démocratisation de l'investissement. Ouais, parce que tout le monde joue avec les mêmes règles. Aujourd'hui, quand tu es pauvre, tu épargnes. Tu épargnes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le débat sur la taxation de l'épargne après le Covid, moi, ça m'a ulcéré. Parce que c'est la gauche qui proposait ça. Ah oui. J'ai envie de leur dire, mais en fait, quand tu es riche, t'investis. En fait, tu n'épargnes pas. Et donc, quand vous allez taxer l'épargne, vous allez taxer notamment ceux qui ont mis un peu de côté, mais qui sont pas suffisamment riches ou avertis pour investir. En gros, ça va être les commerçants, quoi. Les petits commerçants, les gars qui ont un peu d'épargne. Ouais, voilà. Oui. Les cadres, les fonctionnaires. T'es un peu au-dessus du salaire médian, t'as mis de l'épargne de côté. T'es pas parti en vacances, t'es pas allé au restaurant, t'as mis de l'épargne de côté. Bon, il y avait un débat pour taxer. Mais, dans les faits, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils seront encore taxés parce qu'il va y avoir l'inflation. Donc l'inflation qui est produite par la reprise économique de la crise, mais aussi l'expansion monétaire, va être le dernier impôt sur l'épargne de nos concitoyens. Parce que si tu laisses ton argent, ton cash dormir sur ton compte bancaire, en fait, tu perds de l'argent. Tu perds de l'argent. Et donc, tu as une double peine pour les plus précaires dans notre pays, de ceux qui peuvent en tout cas épargner. Je ne parle pas de ceux qui n'arrivent pas à finir la fin de mois, mais de ceux qui mettent un peu d'argent de côté. En fait, ils se voient en pouvoir d'achat perdre. Et je pense que d'ailleurs, c'est une des vraies problématiques de ces 20-30 dernières années qui contribuent à la montée des extrêmes, etc. Parce que tu as une paupérisation d'une partie de la classe moyenne, notamment du fait de ces politiques monétaires. Le politique n'en parle jamais, mais tu as un vrai problème là-dessus. Et donc, moi, je considère que les cryptoactifs, et en général tous ces produits de finances décentralisées, permettront de rendre accessible, ce que tu disais tout à l'heure, des choses qui sont normalement accessibles qu'aux riches, à des gens plus modestes qui veulent diversifier et investir dans d'autres choses, pas simplement dans de la pierre quand ils veulent investir dans l'appartement de leur vie. Je pense qu'ils pourront investir dans autre chose. Et ça les protégera aussi contre la politique monétaire, contre l'inflation, contre toutes ces données macroéconomiques qui ont une incidence sur le pouvoir d'achat. Par exemple, je pense à Realty, qui fait de l'immobilier tokenisé. Et ben aujourd'hui, alors faut être sur la liste blanche des pays parce que c'est de l'immobilier américain. Mais si tu es, je sais pas moi, je pense qu'au Vietnam ça doit marcher. Et ben un Vietnamien avec 10 €, il peut acheter de l'immobilier à Détroit. Alors que normalement l'immobilier américain c'est plutôt réservé aux Américains. Ouais, et puis ils ont plutôt de l'argent. Avec les maisons qui sont en vente et tu peux. Ouais. En effet, ouais. C'est ça. Et en plus, on peut s'exposer à l'immobilier sans prendre trop de risques, sans mettre toute son épargne pour faire l'apport à la banque. Donc il y a vraiment. Par contre, moi, quand on aborde ça, on peut se dire c'est la tout financiarisation. Je pense pas du tout. En fait, je pense qu'au contraire, c'est la tout démocratisation du monde financier, certes, mais d'un monde financier qui sera plus transparent et plus juste. Voilà, parce que quand on peut nous écouter, on peut se dire ah c'est les grands financiers, ils sont fous, tout ça va être économiquement fou. Ils prêchent un monde qu'on ne veut pas. Non, moi je pense que clairement c'est un monde plus juste, c'est un monde plus accessible et c'est un monde beaucoup plus transparent. Bah moi qui ai une lettre d'investissement pour les particuliers, et un des obstacles que je rencontre tout le temps, c'est de dire ah ouais mais pour les institutionnels je sais faire, mais pour les particuliers ils n'ont pas accès. Alors qu'aujourd'hui, avec la crypto, je peux diversifier et dire, ah bah oui, mais alors ça, il y a une version crypto, donc tac, on a une ouverture pour les particuliers. Donc on donne les mêmes armes à tout le monde, hein. C'est vraiment la clé. Je voulais venir là-dessus en disant, est-ce que les politiques ont conscience de ce qu'on est en train de faire à nos monnaies? C'est-à-dire sur la dévaluation de l'euro et du dollar d'ailleurs, hein, par la même occasion.
Et comment ils se représentent ce qu'ils appellent la spéculation sur Bitcoin? Parce qu'en fait, les deux sont un peu liés quand même. Comment, oui, parce que toi, tu veux dire qu'en gros, c'est pas le Bitcoin que augmente, c'est le dollar qui baisse. Et c'est vrai, il y a une corrélation qui est un peu plus complexe que ça, mais il y a une corrélation quand même, parce que l'expansion de la masse monétaire fait que il y a aujourd'hui le secteur des cryptoactifs en bénéficie largement. Même le secteur des boîtes, je veux dire, quand tu vois les valorisations de certaines boîtes, moi je suis extrêmement content qu'il y ait des boîtes françaises qui lèvent beaucoup d'argent, qui soient valorisées plusieurs milliards. Je pense que c'est une très bonne chose. On n'avait pas de boîte de tech qui avait suscité autant d'engouement de la part des VC ces dernières années. Donc on peut que s'en féliciter, mais ça dit quand même quelque chose de l'argent qui ne s'est pas trouvé de refuge tellement il y en a. Et donc ça créera, à mon avis, je ne veux pas être de mauvais augure, à mon avis, des problèmes à terme qui seront assez graves pour l'économie mondiale. Parce que je pense que au-delà de la crise, pour soutenir l'endettement des États, on est allé un peu trop loin et on ne sait pas aujourd'hui arrêter la machine. Est-ce qu'ils ont conscience de ça Non. Pourquoi ils ont pas... Quand tu parles à mes collègues, et même en commission des finances, on parle du budget. En commission des finances, on va parler du budget d'État. Qui a une sale tête, hein, déjà. Non, il a une sale tête. Il est. Tous les ans, il est en déficit. Non, mais certains vont te dire, c'est pas une sale tête. Certains vont te dire, en fait, oui, il est dans le rouge, mais ici dans le rouge, c'est qu'on investit. D'autres vont te dire, bon non, c'est pas de la dépense d'investissement, c'est de la dépense de fonctionnement, donc c'est pas bon. Bon, force est de constater qu'on a dû quand même venir au soutien de l'économie. Et je trouve que les budgets qui ont été votés en 2020-2021 sont des budgets qui sont plus bénéfiques pour la France par rapport à son endettement que ceux qui ont été votés en 2011-2012 après la crise des subprimes qu'on est venu sauver les banques. C'est moins pire, tu veux dire? Parce qu'on a sauvé l'économie réelle. Les gens ont vu de l'argent sur leur compte en banque. Quand on a endetté un peu plus la France pour sauver le système bancaire en 2011, entre 2008 et 2011, entre les différentes crises, les gens n'ont pas vu la différence. On a endetté massivement la France, mais ça n'est pas retombé. Mais tu veux dire que les 424 milliards qui ont été dépensés, ça s'est traduit par 14 000 euros par ménage en France dans les poches des ménages. En gros, via les entreprises, via machin, mais ça c'est passé en direct. In fine, c'est redescendu. Ouais. Donc ça aura des conséquences. C'est ça. Et les conséquences, on les a vues, c'est simplement que pour soutenir cette politique budgétaire expansionniste, on a fait massivement du rachat d'actifs sur les marchés pour que les taux d'intérêt restent stables, si ce n'est même négatifs. Et ça, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on peut pas augmenter les taux d'intérêt parce que sinon, tu sais pas faire rouler la dette. Et donc, en fait, tu es en crise de défaut de paiement. Tu peux plus payer ta dette. Et si tu les augmentes pas, en fait, t'as le problème inverse qui est quand même une forte inflation. Donc, et tu tues l'épargnant. Parce que le gars qui épargne pour sa retraite, il est rémunéré pas de job. Et c'est pour te dire, en fait, on n'en parle pas de ça. Ouais. On n'en parle pas. Et au niveau politique, ils en parlent pas. Tu vois, il y a 6 mois avec mon équipe. Ils ont pas de sous placés. Quand il y a la banque qui leur dit, monsieur, à la fin de l'année, vous nous devez tant parce que... Mais tu plaisantes. Mais je veux pas citer de membres du gouvernement, mais il faut juste regarder la déclaration à la haute autorité. Tout ça est transparent. C'est une honte. Mais de quoi c'est une honte? Mais les gars, ils ministres, ils ont pas un sou de côté. Non. Non, mais c'est pas possible. En fait, tout le monde se dit, c'est pas possible, ils planquent de la thune. Mais non, pas du tout. Non, mais comment tu peux gagner 5, 6, 7 000 euros et rien mettre de côté? Non, mais en général, en France, on n'est pas éduqué sur... Mon laitier, il a des sous de côté. Tous les gens qui ont... Après, ça dépend. Ça dépend des individus. Il y a des individus qui épargnent, qui investissent, etc. Mais généralement, on n'est pas éduqué à ça. On n'est pas éduqué à ça. Je veux dire, l'école ne le fait pas. D'un point de vue familial, on ne le fait pas. Moi-même, j'ai appris certains trucs qui me paraissaient complètement démentiels sur ce qu'était en fait la bonne gestion. C'est-à-dire que les gars, ils sont vraiment à poil, ils ont pas d'épargne. Bien sûr. Mais il faut pas aller chercher plus loin. Non, mais vraiment. Comment tu peux être ministre de l'économie et pas faire d'économie? C'est-à-dire... Mais après, ça dépend comment tu vis ta vie. Tu vois, les gens, ils vivent la vie jour le jour, ils ont pas envie d'épargner. Moi, j'ai plein d'amis, c'est comme ça. Ils gagnent moins qu'un ministre de l'économie, ils ont pas envie d'épargner. Ils préfèrent dépenser, etc. Bon, voilà. Après, chacun comme il est. Mais je veux dire, c'est plus général. C'est même quasiment macro et c'est à l'échelle de la nation. Il n'y a pas de... On n'apprend pas aujourd'hui à tenir un budget, à comment est-ce qu'on investit, etc. Ça, c'est sûr. Et ça donne, en effet, que tu as des membres du gouvernement qui gagnaient sûrement bien leur vie, qui gagnent encore bien leur vie et qui ont peu de patrimoine. Voilà, c'est comme ça. Mais pour revenir juste sur la question budgétaire et la question monétaire,
En commission des finances, on parle du budget. Mais jamais on est venu parler de la question monétaire. La question monétaire, elle n'est finalement entrevue que dans le cercle des économistes. Tu as des économistes surbrillants qui sont extrêmement forts, entre les orthodoxes et les hétérodoxes, ceux qui sont pour l'annulation de la dette, ceux qui ne sont pas pour l'annulation de la dette, ceux qui sont pour continuer la politique de quantitative easing, qui est la politique de rachat d'actifs, etc. Qui sont pour finalement les politiques de la Banque centrale depuis 10 ans. Puis tu as ceux qui sont contre. Mais ça n'anime absolument pas le débat politique. C'est-à-dire que ça anime le débat intellectuel, le débat d'experts, mais ça n'anime pas le débat politique. Et comme ça n'anime pas le débat politique, ben ça n'anime pas le débat entre nos concitoyens. Mais personne ne parle de ça. Dire, la sphère crypto est un peu spécifique par rapport à ça. Elle est un peu incentivée à la question monétaire. Mais sinon, dans le débat même à la présidentielle, le jour où on entendra parler de la politique monétaire, mais il y aura une vraie révolution. Parce que c'est parler des vraies choses, en fait. C'est parler, en tout cas, des vraies problématiques, des vrais sujets. Parce que la politique monétaire, elle n'est pas seule. Il n'y a pas que la politique monétaire qui a une action ou des incidences, cause-conséquence. Mais c'est quand même un élément essentiel du rouage pour comprendre aujourd'hui comment notre économie fonctionne ou ne fonctionne pas. Ah bah, c'est clé. Et ça, ouais. Personne, je n'ai pas entendu pendant 4 ans de débat au Parlement le mot sur la politique monétaire, jamais. J'y bite rien, quoi. Mais c'est pas même pas question de biter, c'est que je pense qu'en fait, comme on a conçu que les banques centrales devaient être indépendantes, la politique monétaire, elle est aux mains des banques centrales, et des banques centrales des États membres, et de la Banque centrale européenne. Et donc, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Circuler, la politique monétaire, elle est aux mains des administratifs, des hauts fonctionnaires, et des politiques qui sont à la tête des institutions financières. Mais ces politiques n'ont aucun compte à rendre à nos concitoyens par le biais des institutions nationales. Jamais. Donc ça les dérange pas de se déposséder du pouvoir monétaire. Mais parce que je pense qu'ils sont pas conscients du pouvoir. Donc ça leur dérange pas en fait s'il y a Bitcoin. C'est ce qui t'a se déposséder du pouvoir monétaire, on peut le faire franchement. Je pense que tu vois ce que je veux dire? Je pense que Bitcoin pour beaucoup des politiques, il s'arrête au ça consomme de l'électricité et c'est spéculatif. Mais j'ai vu... Ça veut dire quoi spéculatif dans leur tête? Traduis-moi. Spéculatif, c'est sale. Ouais, mais, je te traduis, spéculatif, c'est sale. Oui, mais après, on peut être d'accord aussi ça que la marche? spéculation, c'est quoi, la à outrance, c'est pas bon. spéculation? Spéculation, c'est une projection sur l'avenir de ton investissement, mais pour Bitcoin, en fait... Moi, j'appelle ça le mariage. Tu vois, quand je me marie, je spécule sur l'avenir. Non, mais sérieusement, quand je fais des gosses, je spécule. Je me dis, bon, ils seront pas trop cons, je vais essayer de faire de mon mieux, normalement, ça va y aller, ils seront pas handicapés parce qu'on va avoir de la chance. Bien sûr. J'investis, c'est de la spéculation. Non financière, mais c'est de la spéculation. Mais on revient, c'est quoi pour eux spéculer? On revient au même débat qui consiste à dire les dividendes, c'est sale. Les dividendes, c'est injuste. Les dividendes, c'est du fruit du travail du salarié volé, donné au capital, par exemple. Tout ça, ça nourrit un inconscient qui fait que, en France, on a certains tabous qui sont pas levés. Et qui sont pas levés parce qu'il y a une forme de paresse intellectuelle. Je veux dire, t'as aucun communiste qui est allé s'enquérir de ce qu'était qu'une dividende, de si elle était détachée du prix de l'action, etc. Ils comprennent pas ça. Personne ne comprend. Parce que on fait pas le travail, l'effort de recherche. En dîner ou dans l'hémicycle, c'est plus simple de dire qu'en fait la dividende c'est sale parce que ça sert les riches. Voilà. Donc, et du coup, il n'y a pas de résistance à Bitcoin alors s'ils y comprennent rien à part la spéculation. Est-ce qu'on peut résister à Bitcoin? C'est un autre sujet, mais on dit souvent l'État n'acceptera jamais qu'on le dépossède du pouvoir monétaire. Et moi, je le pensais pendant longtemps. Et en fait, plus j'y vais, plus je me dis, mais en fait, les gars, ils sont juste... Tu sais, je suis partagé sur ça. Moi, je pense qu'il faut une souveraineté monétaire. Je pense que, à certains égards, je suis pas Bitcoin maximaliste au point de dire... Avec l'euro, on l'a plus, la souveraineté monétaire. Non, on l'a pas parce qu'aujourd'hui, t'as pas de débat politique au sein des banques centrales. Bah non. Oui, mais ça, c'est un problème. Parce que aujourd'hui, soi-disant, les banques centrales sont indépendantes. Alors que bon, elles sont quand même très contraintes par les marchés, parce que la réaction des marchés, ça fait quand même beaucoup réagir les banques centrales. Et le système financier. Oui, donc le système financier, les marchés financiers, bien sûr. C'est en gros c'est pour eux, les lignes directrices. C'est pour eux, pas au sens du complot. La banque centrale, elle peut pas toujours tout faire comme elle le souhaite parce que elle a pas non plus envie que les marchés y dévissent. Donc il y a parfois des décisions qui sont prises par la banque centrale qui sont aussi en pré-anticipation de comment les marchés vont réagir. Ça, c'est pas toujours, c'est à la fois pas toujours simple, mais c'est pas toujours sain non plus. Donc non, moi je crois à la souveraineté monétaire. Tu vois, typiquement, je pense que la monnaie ne doit pas être privée. La monnaie, elle doit être commune. Et donc, c'est d'ailleurs ça qui me rejoint avec le Bitcoin, c'est que le Bitcoin n'appartient à personne. Et il n'appartiendra jamais à personne.
Contrairement à certaines monnaies. C'est un bien public, c'est un protocole public. C'est public. Et tu as nommé le truc. C'est que moi, je combattrai toujours les monnaies qui sont de l'ordre privé. Bah, il n'y en a pas. Non, mais pardon, quand Facebook décide en fait d'organiser au sein de son propre consortium une monnaie de paiement qui soit une monnaie qui permet de sortir. Mais ils se sont fait dézinguer tout de suite. Aujourd'hui, Diem, ça n'existe pas, je crois. Enfin, mais tu vois, Bitcoin, certains stablecoins, Libra, etc., c'est pas du tout la même chose. Et c'est pour ça que je confonds pas les choses. Moi, je suis pour la souveraineté monétaire. Je pense que l'État doit avoir un droit de regard sur sa monnaie. Pas pour en faire n'importe quoi, pour qu'il y ait un débat public, parce que comme c'est public, en fait, il faut que le concitoyen, il ait son mot à dire. Aujourd'hui, il n'a pas son mot à dire, et Bitcoin est une réponse à ça. Après, je fais la différence entre public et privé. Parce que l'État n'a pas son mot à dire sur Bitcoin, c'est le public qui a son mot à dire sur Bitcoin. C'est pour ça que je considère que ensuite, tu as certains cryptoactifs qui ont cette propriété de rendre publiques les choses et de redonner à tout le monde, en fait, une prérogative. Et c'est ça qui est beau dans Bitcoin. Mais je différencie parce que dans les cryptoactifs, tu as plein d'autres projets qui n'ont pas la même réalisation et les mêmes vertus et les mêmes finalités. Donc en fait, tu nous dis que de ton point de vue, Bitcoin, c'est cachère parce que c'est le public qui a la main dessus puisque c'est complètement décentralisé. Alors c'est plus compliqué que ça, c'est décentralisé, etc. Non mais après c'est plus compliqué que ça parce que c'est dans les rapports. Le marché des cryptoactifs, faut se dire, c'est un marché quand même qui est assez immature. Le cours du Bitcoin, c'est un marché qui est assez immature. On le voit bien, il est trop leveragé. Il y a trop de spéculation, voilà, il y a des réactions toujours qui sont un peu à l'emporte-pièce en fonction des news fondamentales. Tout ça démontre qu'en fait on est début de quelque chose. En plus on est à un marché qui fait 2 trilliards. C'est quoi? C'est la capitalisation d'Apple. C'est à la fois beaucoup, c'est à la fois pas beaucoup. Ça aura sûrement vocation à être beaucoup plus. Mais aujourd'hui on est juste aux prémices. Bitcoin ne sera pas, à mon avis, à terme, plus spéculatif que n'importe quelle monnaie fiat sur laquelle on spécule. Comment tu interprètes la spéculation de Bitcoin? Pour toi, c'est quoi cette spéculation? Ou alors dit autrement, est-ce qu'on peut dire que ça dépend la spéculation, en fait, c'est une projection d'adoption, quoi. C'est-à-dire que les gens qui achètent Bitcoin aujourd'hui, ils font un investissement sur l'avenir, en disant ça va monter parce qu'en réalité, c'est qu'un investissement sur l'avenir. Voilà. Mais le truc, c'est que la volatilité est telle que parfois ça fait peur aux politiques. Mais tu peux y mettre plein de choses derrière le Bitcoin. Tu peux te dire, en fait, je me hedge moi-même, je couvre mon risque face à la politique monétaire que je trouve délirante. Je peux considérer que c'est de l'or numérique et qu'à terme, ça va remplacer l'or et donc de toute façon, ça va s'apprécier et que c'est plus transportable, plus liquide que l'or. Tu peux considérer que c'est un actif qui a des propriétés à peu près similaires à tout autre titre actif numérique, qui n'est ni refuge de valeur, etc. et que en fait, juste tu as envie de t'exposer à ça. Bah, tu peux t'exposer au Bitcoin pour plein d'autres choses. Ça dépend fondamentalement ce que tu crois de ce qu'il est et de ce qu'il sera. Voilà. Et il n'y a pas de réponse à ça. C'est ni une valeur refuge, parce que c'est pas vrai, c'est pas toujours une valeur refuge. C'est parfois un actif qui est décorrélé des actifs financiers traditionnels, mais sur le long terme, parce que sur le court terme, il ne l'est pas totalement. C'est tout à la fois. En fait, c'est un moyen de paiement. Moi, tu peux considérer que c'est une monnaie. Le Salvador a considéré que c'était une monnaie. Et typiquement, c'est d'ailleurs en ça que j'étais en désaccord avec Christine Lagarde. Mais oui, parce que je sais que parfois, t'es un peu l'épouvantail du secteur des cryptoactifs, Christine Lagarde. Moi, je respecte parce que c'est ça la rend dingue, Bitcoin, en fait. Je pense pas que ça la rende dingue. Elle supporte pas, quoi. Je veux dire, quand elle dit full stop, c'est qu'elle est excédée, en fait. C'était un peu fort. C'est un peu nine. Enfin, quand même. Mais c'est certain que ça contrarie une certaine vision de l'ordre monétaire. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de débat, comme on se le disait sur le sujet. Mais par contre, je sais plus où j'en venais. Oui, contrairement à ce que dit Christine Lagarde, le Bitcoin est une monnaie si on décide qu'il soit une monnaie, en fait. Après, la vraie question, c'est pas est-ce qu'il est une monnaie ou pas est-ce qu'il est une monnaie, c'est est-ce qu'il est souhaitable qu'il soit une monnaie. Ça, c'est en fait la vraie question. Et ça dépend là de ce que tu penses, toi, personnellement. Est-ce qu'il est souhaitable que ce soit une monnaie? Est-ce que publiquement, on a intérêt que une nation ait une monnaie? Est-ce que publiquement, on a intérêt que le Bitcoin soit en réserve de la banque centrale? Parce que quand même le Bitcoin va s'apprécier, on le voit bien, qui sont les plus gros détenteurs de Bitcoin des États? C'est la Chine et les États-Unis. Quand bien même la Chine fasse le blackout, vire les mineurs, décide en fait de fermer les exchanges, et ils détiennent des cryptoactifs. Et à mon avis, ils sont pas prêts de les vendre.
certains services de renseignement aussi. Donc, il y a quand même une appétence pour le sujet, certains États et certaines succursales étatiques. Donc, la question monétaire, elle doit être, à mon avis, appréhendée sous le prisme de l'intérêt général. Or, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que dans le modèle de gouvernance, la monnaie soit régie par l'intérêt général. Et c'est ça le problème. Et Bitcoin permet à ceux qui croient dans un autre système possible être une alternative. Et c'est ça que je trouve assez beau dans le Bitcoin. Après, je suis absolument pas maximaliste. J'ai toujours défendu l'écosystème. Je pense que Bitcoin est l'étalon or dans la mesure où il a montré toute sa sécurité. Je ne sais pas ce qu'il deviendra à terme. Ouais. Voilà. Et ça, personne ne peut le dire. Tu vois. Bah, Bitcoin, c'est la monnaie, et puis après, il y a des projets qui se font autour. Bien quoi. sûr. Voilà. Mais effectivement, il y a tous les utility tokens qui permettent de faire des choses. Je déteste en fait les utility. Moi, j'ai créé ce truc-là dans la loi, cette catégorie-là, mais en fait, je trouve que c'est ballot, ça. Ça ne veut plus rien dire. Non, mais c'est ballot. C'est non, dommage. parce que non, mais pour non, utility, en fait, je trouve que ça correspond pas toujours en fait à ce qu'est les cryptoactifs. Cryptoactifs, déjà, je trouve que le mot cryptoactif, ça veut tout et rien dire. Je veux dire, le cryptoactif, il est protéiforme à bien des égards. Il peut être stable, il peut pas être stable, il peut être fongible, pas fongible. Je veux dire, tu peux faire tellement de choses avec un cryptoactif. Il peut ressembler à un droit de vote dans une boîte, il peut émettre des dividendes, donc être plutôt un securities, il peut être un acte de propriété, il peut être un bien immatériel, ça peut être quasiment une preuve. En tout cas, tu peux enregistrer une preuve dans la blockchain. Tu peux faire tellement de choses. Il y a Gilles Cadignan qui nous fait de l'eurodatage avec Bitcoin. Lui, il s'en sert comme de l'eurodatage. Alors, c'est de la monnaie, ouais, mais c'est aussi un eurodateur. Et là, il y a des cerveaux qui... Mais c'est super, parce que ça remet... moi, j'ai dans ma famille un notaire, je peux pas citer mon papa, et j'ai toujours dit, mais ton métier, il devrait vachement s'intéresser à cette techno. Parce que la techno s'intéresse à ton métier. Ouais. Bah, ceux qui développent sur cette techno s'intéressent à ton métier, ça c'est clair. Mais parce que en fait, tu viens créer quand même des logiques qui sont très similaires à ce qui est en fait l'acte authentique, l'enregistrement, etc. Et donc, la blockchain a une utilité dans ce cas précis, et donc ça doit être appréhendé comme étant une solution de simplification, de transparence et de friction un peu moindre. Mais donc oui, t'as plein de choses sur les cryptoactifs. Et donc, pour revenir aux utilities, les utilities, elles ont été pensées parce que je pense qu'il y a des utilities. Les utilities, c'est en fait le cryptoactif qui te promet un service plus tard. C'était toutes les ICO de 2017-2018. En gros, on émettait des tokens, le service n'était pas réalisé, c'était une promesse d'émission de tokens contre un white paper. Le white paper, c'était en gros ce qu'on allait développer, et tu avais à la fin un service associé au jeton. Il y a Chiliz que j'aime bien comme projet, par exemple, Dreyfus, où ça sert à faire hurler les fans de foot pour supporter leur équipe. Et en fait, lui a développé cette idée, Winamax, etc. Et en fait, il dit, tiens, c'est marrant, on a plus de facilité à le faire avec de la crypto. Ouais. Et du coup, on a des jetons PSG, des jetons trucs, des jetons muches, j'y connais rien en sport. Mais c'est intéressant parce que, voilà, c'est utilitaire. Oui, ça sert à faire Mais, voilà. Non, mais en ce sens, la catégorie est bien. C'est juste que parfois, on essaye, pour ne pas entrevoir que certains peuvent avoir un aspect financier, on essaye de mettre ce qu'on appelle des securities dans les utilities. Et on a besoin d'inventer des catégories. D'ailleurs, si on a inventé cette catégorie, qui est très large, des utilities, c'est que je voulais pas que les catégories soient restreignantes. Je voulais pas créer des cadres. Et d'ailleurs, je pense qu'on a bien fait, parce que les stablecoins existaient que peu, en fait, entre 2017 et 2018. Ils sont énormément généralisés. Les NFT existaient, mais ils n'ont pas ils n'avaient pas l'ampleur qu'ils ont aujourd'hui. Et donc, en fait, si tu avais créé des catégories juridiques, bah, t'aurais contraint, en fait, la technologie à rentrer dans des cases juridiques. Et je pense que c'est pas du tout ça. Je pense que nous, on doit laisser la technologie s'étendre. On doit d'ailleurs laisser à tous ces acteurs prendre le maximum de risques pour développer. Quelqu'un qui rentre dans la DeFi, il est averti malgré lui. Je veux dire, c'est faux de considérer qu'on doit aller sécuriser ou empêcher la DeFi parce que l'investisseur, il n'est pas averti. Quand tu mets de l'argent dans la DeFi, déjà, tous les protocoles pour accéder au moment où... T'as l'index qui tremble déjà quand il faut cliquer. Où tu swaps, n'importe qui ne peut pas faire ça. Et donc, en fait, tu as une notion du risque qui n'est pas la même que lorsque tu mets de l'argent sur un instrument financier qui est régulé,
qui est proposé par une banque, etc. Donc, il faut laisser le secteur de la DeFi et des cryptoactifs pouvoir se développer un peu sous format bac à sable, c'est-à-dire sans trop de contraintes. Ça, l'Union européenne a commencé à le comprendre et c'est plutôt une bonne chose. Moi, j'ai très peur de l'Union européenne sur la question des stablecoins parce que je pense qu'on va droit dans le mur et on a un problème de souveraineté monétaire face aux géants, notamment américains. Qui est en Alors, train pourquoi tu parce que, parles de l'Union en européenne? fait, si tu dois parler de la monnaie, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le système des cryptoactifs? C'est que tu as les stablecoins, ils sont tous quasiment pairés en dollars. Et c'est une très bonne chose pour les États-Unis, parce que pour eux, c'est moyen dans ce nouveau monde financier, en fait, d'asseoir encore l'hégémonie du dollar. Et nous, on laisse faire. On regarde ça béatement. T'as les Chinois d'un côté qui ont fait le yuan numérique, considérant qu'il fallait purger une partie de leur économie, de l'argent sale qui était liquide et qui devait pas rester sous le matelas de certains dirigeants corrompus. Donc, clairement, eux, ils cherchent à aspirer les dépôts. Hein, je veux dire, Exactement. voilà, et ensuite, de pouvoir tracer, parce que c'est le dernier maillon qui manque pour finalement savoir ce que fait un citoyen chinois. Et tu as les États-Unis qui sont en train de se dire, bon, le Tether, c'était peut-être pas très... ouf. Ouais, c'était pas ouf. On sait pas trop bien où ils sont. Est-ce que c'est suffisamment... est-ce qu'ils ont l'équivalent en dépôt de la masse monétaire émise et tout ça. Ouais. Mais bon, ils se sont pas dit, on va tout interdire et on va faire un dollar de banque centrale. Ils se sont dit, on va éviter le risque systémique en fait, l'USDT fait défaut. Et donc, on va taper sur les stablecoins pour s'assurer qu'en fait, il n'y a pas de risque. Et puis, on va leur donner des agréments et on verra dans un deuxième temps si on développe le dollar de banque centrale. L'Union européenne fait l'inverse. Banque centrale européenne, elle dit non, hors de question, en fait, qui est un euro numérique privé, donc un stablecoin euro. Et nous, on se donne 5 ans, en fait, pour créer la monnaie banque centrale. Mais ça, c'est une folie. Parce que dans 5 ans, je ne sais pas quelle sera la capitalisation de l'écosystème des cryptoactifs. Ce que je sais, c'est qu'il y aura très clairement des acteurs du secteur qui seront devenus des banques, ou en tout cas des banques-like, des équivalents bancaires. Les néobanques. Mais même pas, je ne sais pas comment on devrait les appeler, parce que les néobanques, c'était les banques digitales. Mais on n'est même plus dans la banque digitale. Je veux dire, AAV, c'est plus une banque digitale. C'est une banque décentralisée. C'est décentralisé. Et ça fonctionne dès lors que tu as 2 intervenants sur le marché. D'ailleurs, c'est très drôle. Sur la DeFi, l'une des conclusions du rapport de la commission sur le sujet DeFi, c'était de dire, bon, en fait, les protocoles, les DEX, il n'y a personne derrière, il n'y a pas de personne morale. Donc, ce qu'on vous propose, en fait, c'est de s'assurer que tous les développeurs ont une licence. Donc, on n'est plus à donner des licences bancaires ou de prestataires de services sur actifs numériques à des entités morales. Tu dis, chacun qui va développer une partie du DEX doit être agréé. Et comment on fait quand ils sont anonymes? Oui, c'est exactement ça. Et comment est-ce qu'on fait lorsqu'ils jettent la clé derrière le dos quand ils ont fini de développer le DEX? Ouais. Donc c'est complètement fou. Même si pour ceux qui ne savent pas, le DEX, un exchange décentralisé, vous pouvez le développer, et puis une fois qu'il marche tout seul sur la blockchain, il marche tout seul. Eh ben, vous avez plus accès. Voilà. Vous pouvez faire un truc qui n'a plus accès, qui vit par lui-même, et comme dit Pierre, vous avez jeté la clé. Et là, du coup, vous pouvez bien battre des bras autant que vous voulez, crier, taper des pieds. Et puis, vous pouvez pas l'interdire, c'est décentralisé. Et en plus, il existe dès lors que vous avez 2 intervenants, comme une rencontre de volonté. Si vous avez A et B qui veulent utiliser ce DEX, ils utilisent ce DEX et puis ils échangent à travers ce DEX. Et puis c'est tout. Simplement. Et puis c'est tout. Et donc, en fait, le superviseur va devoir radicalement revoir sa copie. C'est-à-dire que l'AMF, l'ESMA, qui sont les autorités de contrôle des marchés financiers traditionnels, ils sont, alors moins maintenant, ils évoluent beaucoup. L'AMF, par exemple, française, fait un gros boulot là-dessus. Franchement, font partie de ces autorités qui sont à saluer pour à la fois un peu la vision et surtout la démarche proactive d'essayer de comprendre, d'anticiper. C'est pas le cas de tous, c'est pas le cas d'autres superviseurs ou régulateurs que je nommerai pas, mais ils ont au moins une politique qui est plutôt crypto-friendly. Et ils sont pas dans l'interdiction alors? Non, ils sont pas dans l'interdiction, ils sont plutôt dans la contractualisation, ils essayent d'aider, tout en ayant bien entendu des règles extrêmement strictes, de KYC, de lutte blanchiment, etc., qui sont très contraignantes. Mais pour revenir à ça,
le superviseur, il va avoir quand même changé. Il va plus être dans le contrôle a posteriori, en train de taper en fait contre les intervenants au sein d'un marché. Il va devoir en fait être dans une approche beaucoup plus de la sécurité des protocoles, s'assurer qu'en fait les épargnants, on leur épargne protégée parce que les protocoles, il n'y a pas de faille, tout ça. Donc c'est pas du tout aujourd'hui le cœur de métier d'un régulateur. C'est pas du tout ça. Ils doivent pas être pressés d'avoir le dossier sur le bureau là-bas. Il faudra les aider à se moderniser. mais très clairement qu'ils vont devoir changer eux aussi en fait leur modèle de régulation, ça c'est clair. Et je voulais ton avis sur les stablecoins, parce qu'en réalité c'est un vrai sujet. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, la Chine a pour vocation à aspirer les dépôts. Je veux dire, ça lui pose aucun problème. La monnaie c'est l'État. Vous mettez vos sous chez moi, et puis ensuite on verra comment on répartit les produits financiers dans les banques. Et puis comment on répartit les produits de paiement dans les entreprises privées, style Alipay, etc. Bon, c'est chinois, voilà, il n'y a pas de problème, c'est clair pour tout le monde. C'est pyramidal. Voilà. C'est névralgique avec l'État. Et puis de toute façon, la Chine fonctionne comme ça. Je veux dire, c'est hiérarchique, c'est cohérent. On est d'accord, pas d'accord, mais c'est comme ça. Aux États-Unis, ils se dirigent, comme on l'a dit, vers la privatisation, c'est-à-dire gérer votre USDC. Donc parce que USDT c'est plus ou moins à Hong Kong, ils doivent pas être trop fans, mais l'USDC Center, c'est un consortium privé. Ils seront probablement, moi je dirais qu'ils seront probablement régulés. Et puis débrouillez-vous. Donc ça fait un concurrent avec la banque, voilà. Donc au final, l'Américain moyen, il aura le choix entre la banque, Center ou je sais pas quoi, mais ça reste une activité commerciale. Donc les équilibres au niveau du gouvernement vont se dire bon an mal an, voilà. Et en Europe, on se dit on va faire un e-euro, mais si je fais un e-euro, ça veut dire que je me mets en concurrence avec mon système bancaire. Bien sûr. Parce que moi, si je suis, je suis moi, pour simplifier, je me dis est-ce que je place mes sous chez Center ou dans une banque? Il y a des risques associés. Center, ils ont 30%, je sais pas quoi, en papier commercial, machin. La banque, c'est une créance. Je pondère et c'est concurrentiel. Mais si en Europe, je dois avoir des euros dans les poches, si je suis obligé, admettons, si je peux les mettre à la banque centrale, c'est la fin de la partie. Je les mets fatalement à la banque centrale puisque c'est le créancier, c'est le garant ultime. Donc ça veut dire, c'est JP Morgan qui avait fait une étude en disant c'est 8% des dépôts bancaires en euros qui pourraient être aspirés à la banque centrale. Et du coup, je nique mon système bancaire, je le tue. En tout cas, je le mets à mal et potentiellement je le zigouille. Parce que recréer les problèmes de solvabilité des banques. Oui. Et c'est surtout que le vrai sujet des monnaies digitales de banque centrale, c'est que les banques centrales n'ont pas aujourd'hui tranché du modèle qu'elles voulaient. Déjà, entre deux choses. Entre la monnaie de gros, pour expliquer à ceux qui nous écoutent, c'est la monnaie entre les banques commerciales. C'est en gros, aujourd'hui, la monnaie qui transite entre les chambres de compensation et les banques. Et pour cela, en fait, les règlements, les paiements se font dans une monnaie qui est pas la monnaie traditionnelle de retail. Et est-ce que, à côté de la monnaie de gros, on a une monnaie digitale de banque centrale qui est aussi une monnaie de retail? C'est-à-dire, en gros, on a notre propre monnaie, c'est-à-dire on a notre billet numérique. Déjà, il faut expliquer que la seule créance aujourd'hui qu'on a sur la banque centrale, le seul truc sur lequel on est sûr qu'il n'y a pas de défaut de paiement, c'est paradoxal de dire ça, mais c'est le cash. C'est la monnaie fiduciaire. La monnaie banque centrale. La monnaie banque centrale. Mais la monnaie banque centrale que nous, individus, nous détenons, c'est le billet. Ouais. C'est juste le billet. Le reste, c'est que de la monnaie électronique qui est échangée entre les banques commerciales et qui est notamment issue de cette création monétaire que peuvent aujourd'hui les banques commerciales. Sauf qu'on n'en a pas trop parce que c'est quand même pas... je veux dire, stocker 100 000 euros en billets chez soi... c'est pas conseillé d'ailleurs. C'est vite fait, quoi. Et en plus, c'est compliqué à dépenser. Bien sûr, bien sûr. L'euro numérique de banque centrale, c'est de dire, je dis pas qu'on supprime le cash, mais c'est dire on fait un équivalent du cash, c'est-à-dire que la dette que vous l'avez directement sur la banque centrale. Et là, ça pose en effet le problème que tu cites, c'est-à-dire qui aujourd'hui fait la tenue de compte. Quand tu as ton compte en banque commerciale, c'est simple, c'est ta banque commerciale qui t'ouvre un compte, qui fait la gestion de ton compte, des flux entrants, des flux sortants. Si aujourd'hui tu as un euro numérique de banque centrale, ça veut dire en fait que tu as donc une gestion du compte qui remonte au niveau de la banque centrale. Aujourd'hui, la banque centrale, il y a pas de, je veux dire, t'as pas de petits particuliers qui ont un compte à la banque centrale. Non. Donc, mais ça pourrait être fait sur une blockchain. Mais ça peut être fait sur une blockchain, mais c'est pas en fait, c'est pas vraiment le sujet.
C'est que si aujourd'hui tu crées cette tenue de compte, en plus de la solvabilité, c'est-à-dire l'aspiration des dépôts qui sont initialement dans les banques commerciales, et donc des risques de solvabilité pour ces banques commerciales, c'est tu changes complètement le paradigme d'émission monétaire. Tout à fait. Tu crées en fait un nouveau modèle bancaire Ils en et sont monétaire. conscients de ça? Mais oui, ils sont conscients. Donc c'est pour ça qu'ils patouillent. C'est pour ça qu'ils ne savent pas. C'est pour ça qu'elle bafouille quand elle dit bah ça c'est un billet. C'est bafouille, mais je sais que c'est pour ça qu'on a aujourd'hui on n'a pas tranché. Et c'est le problème, c'est que avant de se dire on veut un euro numérique de banque centrale, il faut savoir quel modèle de création monétaire, quel modèle bancaire tout simplement et monétaire nous voulons. Et aujourd'hui créer un euro digital de banque centrale, donc un euro tokenisé, qui serait un euro à destination des retails, c'est-à-dire de toi et de moi. Des particuliers. Des particuliers. Eh bien, c'est changer complètement le paradigme bancaire. Et c'est pour ça que je pense qu'on n'aura pas d'euro numérique. Ah, je sais pas. Après, ça, c'est pas à moi de répondre à cette question, parce que j'en ai absolument aucune clé. Et le politique n'est pas associé à cette démarche. C'est d'ailleurs peut-être un sujet, mais le ça, c'est ça qui est fou d'ailleurs, c'est que la monnaie, c'est quand même un sujet. Bien sûr, c'est un sujet. Et ça se traite par des technocrates. On peut dire ça comme ça. Bah, ils sont élus par personne. Oui, donc oui, c'est des spécialistes qui sont de la haute administration et qui ont des fonctionnaires. Qui sont brillants, hein, il y a absolument rien à dire. Ils ont les compétences. Après, les choix politiques sont faits par eux et ça, c'est un problème. Parce que en fait, on peut être critique sur la politique et on n'en a pas beaucoup parlé. Et c'est peut-être une bonne chose. On en parlait de manière sibyllane entre les lignes. Mais la politique, c'est d'être redevable et de rendre des comptes. Et donc, tu peux pas être spécialiste de tous les sujets quand tu es un politique. C'est pour ça que je n'en veux à personne, en fait, de pas être spécialiste sur les cryptoactifs. Après, libre à mes collègues d'écouter ceux qui sont spécialistes. C'est un autre sujet. Mais pour le coup, je dois rendre des comptes. C'est-à-dire que sur les prises de position que je prends, j'ai globalement un agenda qui est extrêmement transparent. On sait les prises de position que j'ai prises. Et on peut peser sur moi en disant on n'est pas content des décisions qui sont prises. Le problème de la haute administration, la haute administration bancaire ou autre, c'est qu'il n'y a aucune prise. C'est-à-dire que le citoyen n'a aucune prise sur ce système. Mais du coup, on va retoucher une autre question, c'est il y a beaucoup, moi, de copains qui sont dans la finance, des baroudeurs, des vrais de vrais, qui disent mais en fait, Bitcoin, c'est juste trop gros, les gars, ils vont jamais avaler la pilule parce que c'est le pouvoir monétaire qui leur échappe. Et ce qu'on est en train de se dire, c'est que d'un côté, on a à la BCE des gens, moi je suis persuadé qu'ils comprennent. Il y a des gars qui comprennent, je sais pas qui, mais c'est obligé à la BCE, s'ils savent pas ce que c'est que la monnaie, on est vraiment mal barré. Donc, et là, ils disent on est en train de toucher, si jamais on fait un euro numérique, attention, on va déséquilibrer des... Et puis Bitcoin, il y a Villeroy de Galhau et Christine Lagarde qui font des bonds de cabri à chaque fois pour dire non, c'est pas possible, faut tout arrêter. Sauf qu'ils ont pas ce pouvoir. Et de l'autre côté, tu me dis que le politique, ça lui passe au-dessus à 10 000. Donc en fait, je me dis que l'interdiction, elle est un peu vaporeuse en fait. Mais il n'y aura pas d'interdiction. Personne n'est capable de... tu vois ce que je veux dire? Et comment... Il y a une chose, c'est soit... en admettant qu'on le veuille, soit le changement se fait dans la brutalité, parce qu'il y a des extinctions, on va dire, de masse, en termes d'activité, de services, mettant parfois en péril l'économie et la stabilité monétaire et financière. Et moi, je pense à terme, c'est ce qui va se passer. Soit il y a une transition qui est opérée de manière beaucoup plus souple et intelligente. Et on essaye de prendre le meilleur de ce nouveau monde qui est prédit pour anticiper les choses et pour accompagner la mutation du dispositif. Aujourd'hui, on est plutôt à avoir des œillères et à se dire on veut pas voir ce qui va se passer parce que c'est compliqué, parce que on préfère se réfugier derrière des anathèmes ou des caricatures, spéculation, blanchiment d'argent, etc. Et dans ce cas-là, à mon avis, le choc sera violent parce que il n'y aura pas d'interdiction possible. Pourquoi ? Pour quelle raison il n'y aura pas d'interdiction ? Mais parce que, comme tu sais très bien, c'est décentralisation absolue. Oui, mais par exemple, si tu pourrais... Pourquoi est-ce qu'on le seul maillon sur lequel tu peux t'attaquer, c'est les exchanges. C'est le débouché. En disant interdiction de payer en bitcoin ou d'échanger en bitcoin. Mais tous ceux qui le font se retrouvent dans l'illégalité. Mais regarde, t'étais pas le cas en 2017-2018, mais aujourd'hui, tu peux payer et
ce que certains collègues, parfois je leur sors une carte. Et on dit, tu vois, cette carte, je vais pas dire de qui c'est, mais c'est une carte d'un exchange. Moi, je fais pas d'opération avec cette carte, mais Ah bon? non, je l'utilise pas, mais parce que voilà, j'ai encore mon compte bancaire traditionnel. Et donc, je dis, avec ça, tu peux faire tous les paiements que tu veux, n'importe où. Et il me dit, mais oui, mais tu payes en cryptoactif. Je dis, non, pas du tout, je paye pas en cryptoactif. En fait, je suis relié à ma plateforme d'échange, qui peut être considérée comme étant mon compte de dépôt, Voilà. où j'ai mon argent. Et en fait, c'est invisible pour le commerçant. Et c'est invisible aussi pour l'État, parce que comme les exchanges ne fournissent pas toujours en fait les différentes informations de nature fiscale, aujourd'hui, il n'y a pas de relevé. Et quoi, quand t'es contribuable et que tu veux le faire dans les règles, tu es obligé, à chaque transaction, pour avoir acheté ta baguette de pain, tu es obligé de déclarer la plus-value pour Il y a des 1,50 logiciels maintenant qui font ça, Oui, donc mais bon, on peut s'en d'accord. sortir, mais ouais. Si tu fais plusieurs centaines de transactions quand même à l'année. Mais il y a des interfaces qui se Oui, plug à oui, ton oui, exchange et ça Il te sort un y a des chiffre, boîtes trucs, françaises quoi. qui font ça très bien, mais enfin, tu es obligé quand même de déclarer ta baguette à l'impôt. Enfin, Ouais, c'est ça. Voilà. Si le bitcoin monte, tu as un impôt sur la plus-value sur ta baguette de pain. Ah, exactement. Mais s'il baisse, tu as une moins-value déductible de ton impôt. Non, Voilà. ah, non, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de... Dans un des abonnements oui, les que j'ai déposés, c'est particuliers, moins-value. pas- Non, ouais. mais même pour tout le monde, t'as pas la moins-value. Bah si, pour les T'as entreprises. les pertes. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais oui, la moins-value, c'était un des trous dans la raquette qui a pas, enfin, en tout cas, c'est un des dispositifs qui n'a pas été mis en œuvre en 2017-2018. Je sais pas pourquoi, parce qu'on considérait qu'on avait fait beaucoup pour les cryptoactifs. Et je pense que c'est un bon élément à faire valoir, parce que si tu payes des plus-values, bah, c'est normal que sur 10 ans, tu puisses faire valoir tes moins-values, surtout dans un écosystème où tu peux faire de grosses plus-values, mais tu peux aussi faire des grosses moins-values. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut avertir. Et pourquoi on pourrait pas interdire les exchanges? Si on voulait interdire Bitcoin, si on interdit les exchanges, ça met quand même le bousin. Oui, mais d'accord, mais c'est comme tout. C'est comme à chaque fois que la Chine interdit les exchanges. Tu vois, avec un VPN, et puis ton exchange n'est pas interdit. Et puis tu auras toujours un État qui décidera en fait de pouvoir de laisser libre l'exchange de pouvoir opérer sur son territoire et d'émettre à travers Internet. Internet ne te permet pas. J'ai beaucoup travaillé sur la question des paris sportifs ou du poker en ligne. Tu as une concurrence souvent féroce entre les acteurs du marché qui sont régulés par l'autorité administrative qui est chargée de réguler les opérateurs de jeu. Et puis, ils font face à une offre dite illégale. À Malte, par exemple. À Malte ou autre. Et donc, mais ces acteurs, ils sont quand même accessibles par le web. Alors, tu peux tous les 3 matins en faire demander une injonction judiciaire, une décision de justice pour en fait faire bloquer par tous les fournisseurs d'accès Internet français l'URL. Mais dans la demi-heure après l'injonction du juge, en fait, l'URL a changé. Voilà. Donc, c'est bien beau, mais il faut se lutter avec les armes de notre temps. Quand tu essayes de répliquer des dispositifs contraignants de lutte ou de sanctions qui sont plus du tout adaptés au système, bah, de toute façon, t'es pas efficace. Bah souvent, je parle du streaming musical. Mais de toute façon, on est dans Tu le vois, même truc. on a voulu interdire le streaming musical pendant longtemps quand j'étais gamin. On disait, on va bannir Adopi, machin. Adopi. Voilà. Et Adopi, c'est Je un respecte truc, beaucoup son président, avec qui j'ai mais c'est un cadavre, Adopi. Je sais pas si c'est un cadavre. T'es un peu dur quand tu dis ça. Ça sert à rien. Mais c'était la mauvaise approche. Ouais. C'était la mauvaise approche. Moi, j'ai pas honte de dire que j'ai téléchargé quand j'étais adolescent des séries et des musiques. Et très certainement que ça n'a pas favorisé en effet comment dirais-je, la création musicale. Bah, moi j'ai arrêté une fois qu'on a eu Spotify et Netflix parce que c'est plus facile et que tu te fais moins. Voilà. Et pourquoi pas inciter plutôt des plateformes à prendre cette nouvelle activité comme étant un débouché économique et pour ensuite rémunérer les artistes, que de vouloir se dire en fait on ferme tous les tuyaux et on interdit tout. Moi, je pense qu'on est à peu près dans cette même dialectique sur les questions des crypto-actifs. Et qu'est-ce qui empêche comme en Chine en fait, de dire à tous les acteurs financiers qui eux ils font ce qu'on leur dit, vous ne touchez pas aux cryptos. Ça, ce serait un moyen d'interdire la crypto. Bah, c'est déjà à peu près le cas aujourd'hui. Quand tu es un acteur institutionnel, tu peux investir parfois, mais c'est extrêmement contraint. Et donc oui, c'est un des moyens aujourd'hui de circonscrire. Mais tu sais, je discutais, est-ce que la réflexion n'est pas de moi et on m'a pris le contre-pied une fois en me disant, tu sais, le meilleur moyen aujourd'hui pour le système traditionnel ou le système monétaire de lutter contre la finance décentralisée et le rendement, par exemple, permis par la finance décentralisée,
c'est de rentrer dedans. Parce qu'aujourd'hui, si tu as 10%, c'est parce que tu n'as pas beaucoup de liquidité. Donc, comme la liquidité est chère, elle est bien rémunérée. Aujourd'hui, si tu as un euro numérique de banque centrale, que tu rentres et que tu te mets bah, tu as un excès de liquidité qui fait que le taux baisse. Et donc, ça rend moins attractif. C'est assez paradoxal. Je te dis pas que mais si les banques centrales voulaient avoir une réaction un peu intelligente sur la question. Elles injectent 500 milliards et on voilà, n'en parle plus. On n'en parle plus. mais on n'en est pas là. Donc pour toi, en fait, un Bitcoin ban, c'est pas possible. Non. Donc, et même dans les cercles politiques, c'est pas de ça dont ils parlent. Non, c'est pas de ça dont ils parlent. Les maîtres mots, c'est financement et blanchiment du terrorisme. Enfin, blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Ouais. Oui, donc ça, c'est la crainte. Ouais. Mais après, on peut pas, enfin, je veux dire, on est dans un pays qui a vécu des choses, des drames, et on peut pas non plus considérer que c'est un maigre sujet. Mais c'est comme tout, je le dis, je pense qu'il faut pas tuer des technologies parce qu'on ne verrait que les risques et pas les opportunités. Et la sphère des cryptoactifs, la blockchain en général, est en fait une opportunité pour tout le monde et une opportunité d'intérêt général de mon point de vue. Il y a une phrase de Villeroy de Galhau qui m'avait beaucoup amusé et il disait Bitcoin est dangereux pour l'euro parce qu'il menace l'euro. Et en réalité, j'avais écrit un script là-dessus en disant que Bitcoin il menace personne, Bitcoin il vit sa vie et puis les autres à côté vivre et laisser mourir. Mais je me suis dit en réalité c'est pas si faux parce que tu sais que l'euro c'est de l'argent dette. 90% des euros en circulation sont la contrepartie d'une dette. Bon, très bien, pas de problème. Et cette dette, quand elle est remboursée, elle est détruite, l'argent est détruit, et quand on refait un nouveau prêt, il est créé, et en période de croissance, eh ben, il y a de plus en la masse monétaire s'adapte à la croissance parce que c'est créé et détruit. Intellectuellement, ça marche bien, il y a des dérives, mais au-delà des dérives, intellectuellement, ça marche. Et en fait, je me suis dit, c'est rigolo parce que si les gens préfèrent Bitcoin à l'euro, ils achètent des bitcoins. Acheter du bitcoin, ça veut dire que tu donnes à tes euros à quelqu'un, et comme lui, il en voudra pas forcément, il va rembourser sa dette avec. Donc, ces euros vont être détruits. On peut considérer que quand on achète du bitcoin, on détruit des euros. Non mais c'est marrant, parce que la vélocité de la monnaie, le nombre de tours de circuit va se faire avec bitcoin, à très court terme, tu payes avec ta carte d'exchange, ça va être des euros, mais tchac, parce que dans ce modèle-là, le commerçant, dès qu'il a des euros, il reprend des bitcoins. Donc, les euros ne circulent plus, donc ils sont détruits, et Bitcoin est là. Et en réalité, tu te dis, c'est marrant parce que la façon dont l'euro et les monnaies ont été conçues, eh ben, elles ont été programmées pour s'auto-détruire en cas de concurrence. Non, mais... C'est intéressant comme réflexion, tu vois, c'est pas un prisme que j'avais eu, mais pour te répondre, la question initiale, c'était quoi déjà parce que... Eh ben, en réalité, quand Villeroy de Galhau disait ça menace l'euro, ben, en fait, il a raison, ce con. Enfin, il touche un truc du doigt. Alors ça, je sais pas, mais ce que je sais, en cas d'adoption massive. Non, mais je vois ta démonstration. Dans le premier temps, en 2017 et 2018, quand j'ai abordé la question à l'Assemblée nationale, la crainte du banquier central, c'était ça. C'est est-ce qu'il y a un risque systémique du fait du Bitcoin? Et le bear market, en fait, a refroidi tout le monde et tout le monde s'est dit non, enfin c'est bon, il n'y a pas de risque systémique. Et puis, ce sujet est revenu notamment pour le banquier central d'un point de vue de Libra, en disant est-ce qu'il y aura des monnaies privées qui vont venir remplacer en termes de masse les monnaies publiques, les monnaies fiat. Et puis, en effet, tu as ce sujet qui est revenu lors du dernier bull run, où on s'est dit est-ce qu'il y a concurrence entre les monnaies et extinction de la monnaie traditionnelle au profit du Bitcoin. Moi, je sais pas. Ce que je sais, c'est que la monnaie, elle doit redevenir publique et au sens de l'intérêt général. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas être décidée toute seule dans une banque centrale ou par des fonctionnaires. Et le Bitcoin permet de faire réagir et permet aussi à des particuliers de se prémunir contre un risque. Après, il faut quand même le dire à nos concitoyens, investir dans les cryptoactifs, c'est parfois risqué. Il y a une forte volatilité quand... Mais c'est pas dit que ça marche en plus. C'est pas dit que ça marche. Mais la promesse, elle est là. Et je sais pas si en fait ça met en péril
parce que ça voudrait dire que les maximalistes ont eu raison à un moment, c'est-à-dire que l'adoption a été telle, le Bitcoin est de rester l'étalon or finalement de la sphère des cryptoactifs, et donc tout le monde possède une fraction de Bitcoin. Je sais pas si ça interviendra. La vraie question pour moi, elle est comment est-ce qu'on s'assure que la monnaie redevienne publique et que notre concitoyen ait une emprise sur sa propre souveraineté monétaire. Et force est de constater aujourd'hui que Bitcoin, tant parce qu'il permet de faire réagir que parce qu'il permet de stocker de la valeur, il est finalement un instrument de sa propre souveraineté. Eh ben, merci beaucoup, Pierre. Merci à toi, Richard. Et on aura l'occasion, je pense. Avec grand plaisir. Voilà. J'espère que ça t'a plu. Ouais, comme toujours. À bientôt. Salut. Si vous aimez ces vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Et pour recevoir le guide crypto de A à Z, inscrivez-vous ici. On vous explique tout pour les débutants comme pour les confirmés.